Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Tout de suite, le thème à débattre ce soir. Et les développements autour du conflit ukrainien qui suscitent les inquiétudes, les Occidentaux qui s'obstinent à livrer davantage d'armes à l'Ukraine, faisant fi des menaces russes. Après plusieurs mois de refus, hier, l'OTAN a réaffirmé son intention de livrer davantage d'armes lourdes à l'Ukraine. Plusieurs États occidentaux, la Grande-Bretagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas avaient déjà annoncé l'envoi d'armements lourds à Kiev. Pourtant, il existe des États où la chose semble moins évidente. En Allemagne, par exemple, où la question divise, l'Allemagne qui jusque-là avait hésité à aider l'Ukraine vient de changer de doctrine. La question de livrer des armes lourdes à Kiev n'est désormais plus taboue, selon la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Entre-temps, on apprend ce lundi que la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a démissionné pour des raisons liées à sa gestion et à sa politique de sécurité. On reviendra durant cette émission sur tous ces développements, l'impact de cette politique des Occidentaux plus que jamais discutable. Continuer à livrer des armes à l'Ukraine, mais à quel prix? Cette question sera en tout cas posée à nos deux invités, Emmanuel Pouchelet, analyste spécialiste en géopolitique, et Taoufik Hamel, chercheur universitaire spécialiste en histoire militaire. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté de participer au débat. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors on va commencer tout d'abord par observer de plus près le cas de l'Allemagne avec cette information qui était attendue mais communiquée ce lundi. Il s'agit de la démission de la ministre allemande de la Défense dans un moment où le pays est sous pression pour livrer des armes lourdes à l'Ukraine. Emmanuel Pouchelet, comment interprétez-vous une telle annonce ? La position de l'Allemagne, si vous voulez, par rapport à la livraison d'armes, est une position souvent ambiguë au regard de son histoire et de son passé encore récent, si on fait référence, si vous voulez, à la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne le conflit ukrainien, nous avons derrière la Russie, et je rappelle que pendant la période du pouvoir de Mme Merkel, les relations germano-russes étaient très proches et constructives entre Mme Merkel et M. Poutine. En ce qui concerne la livraison d'armes de l'Allemagne, le chancelier Scholz, si vous voulez, prend une autre posture, il s'interroge, il sait que Washington, si vous voulez, pousse à la consommation de ce genre de matériel, on devrait dire de citernes d'armes et pas uniquement d'armes, oui, si vous voulez. Et en fait, vous vous êtes confronté, si vous voulez, aussi à une politique allemande en ce qui concerne l'armement, où elle se retrouve aussi en concurrence avec d'autres pays européens. Donc, quelque part, c'est difficile à déchiffrer cet élément ce soir, puisque nous avons la démission de Madame la ministre de la Défense allemande ce soir. Il faut dire, c'est dès qu'au niveau européen, vous avez moins de visites à Kiev auprès du président Zelensky, chose il y a bien un changement des Européens, où il y a un début de réflexion en ce qui concerne ce conflit, en tout cas. Et pourtant, l'Europe est pleinement impliquée dans ce conflit. Taoufik Hamel, je reviens sur la démission de Christine Lambrecht qui a, il faut le dire, suscité donc les critiques en Allemagne, mais également à Kiev, par justement Volodymyr Zelensky. Comment interprétez-vous donc une telle annonce, vous qui êtes donc expert en la matière? Alors, une telle annonce, en tout cas concernant la politique de l'Allemagne, sa politique envers la guerre en Ukraine a toujours été ambiguë, oui, pour différentes raisons, notamment ne serait-ce que pour les intérêts que l'Allemagne a eu avec la Russie. En particulier, vu l'histoire de l'Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale, reste très... En tout cas, il a opté pour une posture très pacifiste. Et globalement, quand on prend la politique étrangère des États, la politique de défense, les États ne sont pas rationnels. Il y a certaines décisions qui ne sont pas rationnelles dans le sens où il y a certaines décisions qui sont prises, mais souvent c'est le résultat d'un compromis. N'oublions pas que dans le cadre de l'Allemagne, il y a différents groupes de pression au sein de l'Allemagne.
Et peut-être il y a certains qui veulent durcir leur position vis-à-vis de la Russie, mais c'est pas tout. Parler d'une position ambiguë de la part de l'Allemagne, on va essayer de comprendre quelles sont justement les capacités militaires de l'Allemagne et pourquoi n'a-t-elle pas donc tenu ses promesses en matière de livraison d'armes. Pourtant, on s'en souvient des promesses faites par le chancelier allemand Olaf Scholz lors de son déplacement dans la capitale ukrainienne en présence de Volodymyr Zelensky. Si on devait s'intéresser des capacités militaires de l'Allemagne actuellement? Alors, globalement, l'Allemagne fait partie c'est une puissance industrielle très importante, mais il y avait pas mal de rapports qui ont été publiés depuis 1 an, 2 ans de ça, qui mettent justement certaines failles de l'armée allemande. Alors, il y a une question, il faut se poser la question en termes sur la doctrine allemande. Oui. Alors, dans le cas, certes, l'Allemagne possède matériel, une industrie de défense très sophistiquée, mais ensuite il y a la question de la formation de l'armée allemande. Oui. Les Allemands depuis la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas participé vraiment à une guerre. Souvent leur rôle a été un rôle de soutien de l'OTAN, ce qui fait que l'armée allemande souffre d'un déficit d'entraînement, qui manque d'entraînement, ce qui fait que, alors lorsqu'on met en place un système d'armement, on ne sait pas vraiment si elle est efficace tant qu'on l'a pas essayé sur le champ de bataille. Et dans le cas de l'Allemagne, n'a pas eu cette opportunité justement de mettre en œuvre ou d'essayer certains systèmes d'armement qui ont été développés par l'Allemagne. En plus de ça, il y a la question d'interopérabilité entre les alliés. Dans le cas de l'Allemagne, ça reste en tout cas, comme j'avais dit tout à l'heure, il a opté pour une posture pacifiste. Et du coup, l'Allemagne se rappelle toujours de la Deuxième Guerre mondiale, les effets du militarisme allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a toujours une méfiance de ces postures militaristes. Alors, globalement, certes, l'Allemagne a une industrie de défense très sophistiquée, oui. mais il y a le problème au niveau de l'armée allemande qui n'a pas vraiment, en tout cas, qui a un déficit d'entraînement. En termes de la formation de doctrine, il y a tout un travail à faire à ce niveau. Il y avait pas mal de rapports qui ont été publiés récemment, justement, qui mettent en avant certaines failles de l'armée allemande. Donc l'armée allemande a la capacité donc de livrer des armes sophistiquées à l'Ukraine, mais il y a des divergences autour de l'approche à adopter donc concernant ce conflit. Manuel Pouchelet, votre avis sur cette question? Écoutez, moi je vais confirmer ce qui vient d'être dit. Moi j'ai été, il fut un temps, chargé de partenariat entre l'armée française et l'armée allemande. Oui. Et force est de constater, si vous voulez, que du côté militaire, les Allemands restent prudents. Je pense que le droit allemand, M. Hamel vient de le rappeler, ils sont très prudents, si vous voulez. Il y a un problème au niveau militaire, puisque l'armée allemande a aussi un matériel qui devient progressivement obsolète. Et en même temps, on s'aperçoit aussi que par rapport à l'Ukraine, je rappelle que M. Scholz, avec la Russie, a des engagements sur le plan industriel. Il y a des contrats, il y a des marchés entre l'Allemagne et la Russie qui sont importants. Et l'Allemagne, si vous voulez, économiquement parlant, est une puissance industrielle. Oui. Elle a une économie qui est peu plurielle par rapport à la France, si vous voulez, où elle ne pourrait pas s'engager de manière supplémentaire. Ce serait, entre guillemets, pour les Allemands, le pas de trop. Elle est limitée par les traités internationaux en ce qui se concerne les capacités d'armement, mais elle est aussi limitée sur le plan économique, où je rappelle que les Européens, les Français en ont souvent parlé, puisque ce sont des États de droit et des puissances de droit, on est à 2 pas de la co-belligérance, si vous voulez, quelque part. Oui. Donc, c'est pour ça que M. Scholz avance avec prudence sur ce dossier. Oui. Il donne des éléments de langage et fait finalement, quand on regarde bien, il fait cavalier seul par rapport aux Britanniques et aux Français. Et M. Scholz, je rappelle que son armée est entre guillemets, sous-dimensionnée par rapport à éventuellement la superficie de son territoire. Oui. Donc, ça devient critique et si vous voulez, l'Allemagne, je rappelle que les paroles de l'hymne, c'est Deutschland über alles. Hein. Donc, vous avez déjà un élément de réponse dans l'hymne national allemand, fédéral, oui. Devrais-je dire. Et il faut surtout prendre en compte cette position de M. Scholz. Mais ce que je peux aussi dire ce soir sur votre antenne, c'est que finalement, ce dossier ukrainien divise de plus en plus les Européens, ou même on va avoir tôt ou tard une querelle de leadership entre la France, le Royaume-Uni
et l'Allemagne. Et ce soir, on a déjà une posture de l'Allemagne avec M. Scholz qui nous donne des orientations où on aborde déjà bientôt le 11e mois de conflit, si vous voulez. Donc il y a quand même un message, j'ose pas dire de rupture, mais sur le plan de la posture allemande qui est important à prendre en compte dans la future stratégie et des relations à établir avec M. Poutine, en tout cas. Donc on peut dire que ce qui se passe en Allemagne est un indicateur de ces divergences au sein de l'Union européenne. Justement, ce changement de doctrine de l'Allemagne intervient au moment où une réunion des alliés occidentaux autour des États-Unis se tiendra donc vendredi sur la base américaine de Ramstein. De nouvelles aides à l'Ukraine devraient être donc à cette occasion annoncées. À votre avis, messieurs, à quoi peut-on actuellement s'attendre? Est-ce que le fait de livrer des armes lourdes à l'Ukraine fait des Européens des belligérants dans cette guerre? Manuel Pouchelet vient de le dire, donc Taoufik Hamel, qu'en pensez-vous? Globalement, les pays européens et les États-Unis sont très très impliqués dans le conflit. Quand on regarde les États-Unis, selon les derniers chiffres, les États-Unis ont engagé au moins 100 milliards de dollars d'aide aux Ukrainiens. Les dernières ont été votées, c'était de 45 milliards de dollars. C'est énorme. Cela montre à quel point les Américains, l'engagement et l'implication des Américains dans ce conflit est très très profond. Du côté européen, certes, l'engagement de ces États n'est pas le même, mais ça reste quoi un engagement très très important. Après, concernant les divergences, moi je me pose la question. Alors, Kissinger qui disait que l'histoire est la mémoire des États. Certainement, les États européens se rappellent du désengagement brutal qui est des États-Unis de l'Afghanistan, de la Syrie. Il y a un risque réel que les Européens s'engagent profondément dans ce conflit et vont se retrouver avec la même situation que le désengagement américain en Afghanistan, le désengagement américain de l'Irak. Ça a été fait de façon unilatérale, sans consultation des alliés. Et il y a un risque réel que les États-Unis décident pour une raison quelconque, pour de politique intérieure par exemple, de se désengager de ce conflit et laisser les Européens seuls face à la Russie en Ukraine. Qu'en pensez-vous, Manuel Pouchelet? Est-ce qu'on est face à un tournant dans ce conflit? Oui, nous sommes face à un tournant. Alors, en ce qui concerne l'engagement de l'Allemagne aux opérations de l'OTAN, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, si vous voulez, avec les opérations en ex-Yougoslavie. Je l'ai vécu ensuite avec l'Afghanistan. Et je ferai remarquer que les Allemands, avant de s'engager militairement dans des opérations de l'OTAN, il y a un vote qui est soumis au Bundestag. Donc, quelque part, l'engagement n'est pas immédiat. Il faut le vote de la population allemande, dans un premier temps. Ensuite, en ce qui concerne... Un débat est d'ailleurs lancé, je crois. Oui, je vous le confirme. Et ça tiraille toujours les Allemands. Ce sujet est très sensible puisque on vient de l'évoquer, il y a le passé historique, mais il y a également des engagements financiers qui ne sont pas sans conséquence sur les économies de pays européens qui sont devenus très faibles suite à une gestion d'une crise covidique qui leur a coûté beaucoup d'argent, notamment en ce qui concerne le soutien aux entreprises et à une population et à une classe moyenne qui est en train de se retrouver déclassée. Et si vous voulez, les Européens aujourd'hui sont dans une logique de demande des comptes, une stratégie de défiance par rapport à l'engagement de leur gouvernement, qui savent pertinemment que s'ils sont dans une posture d'échec, ils ne seront pas renouvelés aux responsabilités. Donc en ce qui concerne l'Allemagne, la réunion de Ramstein, Ramstein est une base américaine en Allemagne très importante puisque c'est un hub logistique qui permet le transit entre les matériels qui arrivent des États-Unis et la projection sur les théâtres où les Américains sont engagés. Donc si vous voulez, c'est aussi un grand symbole. Le tout est de savoir qui va participer à cette réunion de Ramstein, puisque ce sont les Américains qui, encore une fois, imposent aux Européens leur choix. Et je pense qu'obtenir l'unanimité va être difficile, d'autant qu'aujourd'hui, nous avons la posture de M. Scholz, qui, je le rappelle, commence à être dubitatif sur l'engagement de son pays envers l'Ukraine, puisque M. Scholz est aussi en difficulté économique. Le bilan allemand n'est pas bon. Le bilan économique allemand, et on annonce une récession pour 2023. C'est une pression de plus pour l'Allemagne, Manuel Pouchelet.
Oui, je vous le confirme, il avance avec prudence. Et en même temps, je rappelle que ces dernières années, il y a quand même eu des congrès européens, donc je traduis, des réunions de chefs d'État européens à Bruxelles, qui ont été houleuses notamment, où les pays considérés comme riches, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, ont évoqué aussi par rapport à des pays européens beaucoup plus endettés, qui limiteraient aussi leur contribution au budget européen. Donc si vous voulez, ça a des conséquences énormes, cette guerre en Ukraine. Ça a des conséquences sur le plan économique et politique, et notamment en Allemagne, si vous voulez, où le jeu de la démocratie est quand même très respecté, et c'est un État fédéral, c'est-à-dire qu'au sein de l'État allemand, si vous voulez, les Länder n'ont pas les mêmes réactions. Donc maintenant, M. Scholz est aussi en difficulté. Regardez, son gouvernement est relativement récent, on a déjà une démission. Force est de constater que pour maintenir son unité, déjà former son gouvernement a été délicat, et finalement, cette crise ukrainienne risque non seulement d'avoir des conséquences sur la vie politique allemande et son économie, mais en parallèle peut aussi avoir des conséquences au niveau européen, puisque regardez, nous avons déjà des discordes entre les pays de l'Union en tout cas. Alors, au regard du contexte économique difficile que traverse actuellement l'Europe et dont parle Manuel Puchlet, Taoufik Hamel, est-ce que vous pensez que les Européens sont en mesure d'envoyer encore des armes à l'Ukraine? Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Après la guerre, ça a toujours été une question de volonté. C'est-à-dire, c'est l'hostilité de deux volontés. Et généralement, dans les médias, il y a une part, les Européens et les pays de l'OTAN ont montré une certaine détermination de soutenir l'OTAN coûte que coûte. Ensuite, il y a la question des ressources, être capable justement de soutenir l'Ukraine. Actuellement, quand on regarde les pays européens, même les États-Unis souffrent des conséquences de cette guerre. Les derniers rapports du FMI qui prévoit une croissance de 0,5 pour les pays de l'Union européenne. Pour les États-Unis, c'est 1%. Ce que je veux dire, c'est que déjà pour la croissance, déjà on commence à sentir les conséquences directes, on voit les conséquences en termes d'inflation, et cela va entraîner nécessairement une réaction de la part de la population. Et pourtant, on parle d'une guerre qui profite aux États-Unis, aux dépens de l'Europe. Et effectivement, pour l'instant, ce sont les États-Unis qui profitent de cette guerre, mais cela ne signifie pas que les États-Unis ne sont pas impactés directement. Après, cela revient, c'est un problème de répartition de richesses qu'on trouve aux États-Unis, mais globalement, c'est la guerre profite aux États-Unis. On revient aux Européens, Taoufik Hamel. L'impact sur l'Europe. Alors, l'impact sur l'Europe, déjà, ça se voit en termes de croissance en 2022, et ça va être la même chose pour 2023. Les estimations estiment que la croissance sera de 0,5 pour 2023. L'inflation, on commence à voir l'inflation, et le citoyen ordinaire constate ça facilement dans les supermarchés. Pour l'instant, on commence à voir la colère de la population, mais elle ne s'est pas encore manifestée. Mais jusqu'à quel point, pour l'instant, les Européens ont pu bénéficier d'un hiver qu'on peut dire douce. Pour l'instant, les températures ne sont pas aussi basses. Selon les dernières estimations qui disent que pour l'instant, les stocks du gaz sont presque complets à 84%. Pour l'instant, on a un hiver qui est douce, mais jusqu'à quel point la population va accepter cette situation, ça reste quand même, il y a une part de volatilité et d'incertitude, et les Européens ne doivent pas créer la victoire pour l'instant. Mais tout est possible dans les mois à venir. Alors l'impact, j'aimerais m'intéresser également à l'impact de cette décision sur le conflit, sur la guerre actuellement sur le terrain. Manuel Puchlet, qu'en pensez-vous? On a vu donc la réaction de la Russie après cette décision de la livraison des Occidentaux qui continuent donc de livrer, qui s'obstinent à livrer des armes lourdes à l'Ukraine. Écoutez, du côté russe, ça va confirmer la phrase de Clausewitz. La guerre, c'est imposer à l'adversaire l'exécution de notre volonté. Et c'est ce qui se passe, en fait. Et vous remarquerez que la Russie, pour l'instant, mène toujours des opérations. Beaucoup de scénarios complètement utopiques ont dit qu'elle était affaiblie, etc. Mais force est de constater qu'elle frappe et qu'elle cogne toujours aussi fort. On voit même l'arrivée de nouveaux matériels sur le terrain. On voit l'arrivée aussi de troupes sur ce terrain. Je pense que M. Poutine est déterminé. On parle d'une offensive d'ampleur, si vous voulez, pour cet hiver. Et force est de constater, quand on regarde l'histoire de la Russie, notamment avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui a mené à la
victoire du camp russe, ce sont les offensives d'hiver telles qu'on a pu la voir, si vous voulez, lors de la bataille de Stalingrad, par exemple. Maintenant, en ce qui concerne, et pour répondre plus précisément à votre question, ce qui va être très difficile pour les gouvernements européens, ça va être de juguler cette grogne et ce déclassement de la classe moyenne qui commence à peiner à pouvoir terminer ses fins de mois, alors que le président, par exemple le président Macron, on l'entend moins parler, si vous voulez, du quoi qu'il en coûte. Cette fois-ci, cette crise est délicate. En France, on parle d'un chèque pour aider les salaires les plus modestes au niveau de l'énergie, mais cette énergie n'est qu'une petite partie du budget moyen du Français et des Européens, devrais-je dire, où finalement, là je vous parle de l'Europe, mais je vous ferai remarquer qu'au niveau des dépenses énergétiques, en France, nous avons par exemple des commerçants qui vont être amenés à fermer leurs boutiques, tout comme de grandes entreprises. On a un géant de l'industrie qui fabrique de la verrerie, qui tourne au ralenti et qui a été en période de chômage partiel. Donc, si vous voulez, cette situation devient imbuvable, excusez-moi ce terme, ou même intolérable pour des économies qui sortent encore affaiblies d'une période de crise sanitaire qui a été longue. Et ce conflit ukrainien, si vous voulez, accentue et teste les capacités de résilience des États, si vous voulez. Alors, cette grogne va-t-elle renverser la donne? Est-ce que les gouvernements ont pris cette conscience que on va dire, ce conflit a un coût, Manuel Pouchelet? Oui, ça a un coût sur le portefeuille des Français et des Européens. Ça a un coût au niveau de l'énergie. On parlait d'inflation avec M. Hamel, mais je vous ferai remarquer que ça devient très délicat. Moi-même, là, j'ai fait mes courses cet après-midi, pour ne rien cacher, et on a des augmentations conséquentes. Et là, il faut faire attention. Et là, j'allais dire, un centime est un centime. Et là, si vous voulez, les foyers français et les foyers européens commencent à sentir cet engagement européen au niveau de l'Ukraine et de la fourniture d'armes, parce que l'air de rien, dans certains cercles, on commence à se poser la question, qui va payer la facture de, certes, la classe moyenne, mais qui va payer la facture du matériel militaire envoyé? Il va bien falloir à un moment, les Américains ont trouvé des stratagèmes, mais force est de constater que pour l'instant, ils ne dévoilent pas non plus leur stratégie. Pourtant, la France, on peut dire que ce qu'elle envoie à l'Ukraine n'est pas très important pour l'instant. C'est 2%, je crois, Manuel Pouchelet. Oui, la France, elle participe à la hauteur de ses moyens, si vous voulez. Mais la France, à l'image de l'Allemagne, je le rappelle, est encore un pays avec qui la Russie dialogue. Donc, si vous voulez, il y a une mesure. Je rappelle qu'en début de conflit, M. Lavrov avait félicité le président de la République, M. Macron, pour sa capacité de dialogue avec la Russie. Il ne faut pas... L'erreur des Européens, ce serait de suivre aveuglément les Américains en rompant le contact du dialogue avec la Russie, chose qu'il ne faut pas faire. La France réagit avec ses moyens, avec son engagement et on va dire l'envoi de matériel, mais attention, ce conflit risque d'être consommateur de matériel et démontre aussi des capacités finalement importantes, nous l'avons souligné ce soir aussi avec vous, mais aussi commence à montrer certaines limites au niveau des capacités otaniennes et notamment européennes au sein de l'OTAN. Taoufik Hamel, pour conclure, donc, quelles pourraient être donc les retombées de cette décision, encore une fois, pour finir, donc, Taoufik Hamel? Globalement, en tout cas, la Russie a montré sa détermination d'aller jusqu'au bout de cette opération spéciale. Vu les dernières déclarations, cela ne change rien à la stratégie de la Russie. Au contraire, Mais les objectifs ne sont pas atteints de Moscou pour l'instant. Effectivement, les objectifs ne sont pas atteints, mais cela ne fera que confirmer en tout cas la détermination de Moscou, sachant que quand on prend les deux dernières déclarations de Merkel et François Hollande indiquant clairement que les accords de Minsk étaient plutôt un moyen de faire gagner du temps à l'Ukraine, c'est un argument de plus justement qui fragilise le discours stratégique des pays occidentaux. Et cela ne fera que conforter le discours russe justement sur la volonté de l'OTAN d'affaiblir la Russie sur la scène internationale et confirmer également la détermination de la Russie d'aller jusqu'au bout. Eh bien, merci à vous de nous avoir éclairés sur ce dossier. C'est la fin de ce numéro de l'Échiquier international. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24 News.